Et si le couple le plus glamour du cinéma européen, Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve, avait tout, sauf la fin que nous espérions, ils sont tombés amoureux sur un plateau, ont partagé l'écran dans des films inoubliables et ont même eu une fille ensemble, mais ils ne se sont jamais mariés. Ils n'ont jamais vraiment vécu sous le même toit. Et, finalement, ils se sont séparés en silence. Pour le monde entier, ils étaient un rêve, mais derrière les portes closes, ils étaient deux êtres unis par l'amour et séparés par tout le reste. Aujourd'hui, Catherine Deneuve sort enfin de son silence. Et ce qu'elle révèle n'est pas un conte de fées, mais quelque chose de bien plus humain. Une étincelle à Paris. C'était à l'automne 1970. Dans l'ambiance chaleureuse et tamisée d'un dîner chez Roman Polanski, à Paris, deux icônes du cinéma européen étaient réunies. Marcello Mastroianni, visage adoré de l'Italie et héros de la Dolce Vita, et Catherine Deneuve, muse glaciale et élégante du cinéma français, de Buñuel à Truffaut. Deneuve, alors âgée de 27 ans, venait de sortir d'une relation compliquée avec François Truffaut. Marcello, 46 ans, venait de mettre un terme à son histoire avec Faye Dunaway. Tous deux étaient meurtris, méfiants. Mais lorsqu'ils se retrouvèrent face à face ce soir-là, une chose discrète mais irrésistible s'alluma. Ce n'était pas le coup de foudre, c'était plus profond. Quelque chose qui nécessitait du temps et de la proximité pour éclore. Cette proximité arriva quelques mois plus tard, en 1971, sur le tournage de « Ça n'arrive qu'aux autres », un film sombre réalisé par Nadine Trintignant, inspiré par la perte de sa fille. C'est Deneuve qui recommanda Mastroianni pour incarner son mari à l'écran, une simple suggestion qui allait bouleverser leur vie. Le scénario exigeait de la vulnérabilité, du chagrin, de l'intimité. Et c'est dans ces silences, ces scènes de douleur partagées, que Marcello et Catherine tombèrent dans quelque chose de réel. C'était une histoire sur la mort, dira plus tard Mastroianni, mais sur le plateau nous avons découvert la vie. Leur connexion, intense et fluide, dépassait désormais la simple alchimie artistique. Ils étaient amoureux. Leur lien se renforça sur le tournage de La Cagna, un film audacieux et sensuel de Marco Ferreri où ils incarnaient un couple explorant une relation complexe, quasi animale, sur une île déserte. La nature provocante du film reflétait l'intensité de leur passion réelle. À l'écran, Deneuve devenait la compagne, littéralement l'animal de compagnie, de Mastroianni dans une histoire métaphorique sur l'isolement et la domination. Hors caméra, ils étaient devenus inséparables. À cette époque, tous deux étaient encore officiellement liés à d'autres. Deneuve traversait son divorce avec le photographe David Bailey, tandis que Mastroianni restait marié à l'actrice Flora Carabella, une femme qu'il respectait profondément, mais dont il était séparé depuis longtemps. Élevé dans la foi catholique, Marcello ne divorça jamais. Mais sur le plan émotionnel, il avait ouvert un nouveau chapitre avec Catherine. En mai 1972, leur fille Chiara naquit à Paris. Sa venue marquait plus qu'une simple naissance. Elle symbolisait l'accomplissement de leur union, l'incarnation d'un amour né discrètement, mais fermement dans l'ombre du regard public. Marcello n'a jamais nié sa paternité. Il était ravi. « Je voulais Chiara de tout cœur », a-t-il déclaré. Ce n'était pas une erreur, c'était de l'amour. Avec sa naissance, le secret fut dévoilé. Les paparazzi les poursuivaient. Le cœur brisé de l'Italie et la reine du cinéma français formaient le couple le plus fascinant du continent, unis par quelque chose de bien plus profond que la célébrité. Malgré leur notoriété, ils ont résisté au piège des romances publiques. Ils ne se sont jamais mariés, ne se sont jamais affichés comme une famille traditionnelle. Ils vécurent leur amour avec discrétion et respect mutuel. On les voyait souvent marcher dans les rues de Paris, Marcello poussant la poussette de Chiara, Catherine tenant son bras. Pas besoin de spectacle. Leur lien était déjà une légende. Au fil des années, ils jouèrent dans plusieurs autres films ensemble, chacun ajoutant une nouvelle variation à leur duo cinématographique unique.
dans Niente di grave, suo marito è incinto, une rare comédie de Jacques Demy, Mastroianni incarnait un homme enceint. Une ironie touchante, étant donné son bonheur réel d'être père. Puis vint Non toccare la Donna Bianca, un western surréaliste tourné en plein Paris. Leur alchimie à l'écran restait électrique, même dans les contextes les plus inattendus. Quand l'amour ne suffit pas. En apparence, ils avaient tout. Une passion partagée pour le cinéma, une reconnaissance internationale et la naissance d'un enfant qu'ils adoraient tous les deux. Mais les fissures sont apparues dès l'arrivée de leur fille, Chiara. Devenir parents renforce souvent les liens. Pour Catherine et Marcelo, cela les a éloignés. Deneuve, toujours disciplinée et tournée vers l'avenir, aborda la maternité avec la même intensité et la même rigueur qu'elle mettait dans chacun de ses rôles. Elle était pleinement investie, organisée avec précision et émotionnellement présente. Marcelo, en revanche, était connu pour sa passivité, son allergie à la responsabilité et son attachement profond à ses habitudes. Il était paresseux, dira Catherine plus tard. Il se fatiguait rien qu'en me regardant traverser la pièce. Ce que certains prenaient pour du charme, elle finit par l'interpréter comme de l'inertie. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un déséquilibre d'énergie. Le véritable obstacle, toujours là, toujours esquivé, était le refus de Marcelo de divorcer de sa femme, Flora Carabella. Flora n'était pas simplement son épouse légale. Elle représentait la tradition, l'histoire et une partie de l'identité de Marcelo qu'il ne pouvait jamais totalement abandonner. « C'est ma femme aux yeux de Dieu », confia-t-il un jour à un ami. Bien qu'émotionnellement distant depuis des années, Marcelo restait lié à elle par un mélange de culpabilité catholique, de devoir culturel et d'une tendresse persistante. L'Italie, rappelons-le, n'a légalisé le divorce qu'en 1970, et pour les hommes de sa génération, le mariage restait sacré, même si le couple n'existait plus que sur le papier. « Je voulais toutes les rendre heureuses », avoua-t-il en 1987 dans une interview avec David Letterman. « C'était ça mon problème. Quand on en veut trop, on finit par tout perdre. » Carabella, de son côté, ne montra jamais de ressentiment envers Catherine. Sa générosité, inhabituelle dans un tel contexte, révélait la compréhension complexe qu'elle partageait avec son mari. « Je l'ai épousée par passion, et je suis restée par tendresse, par affection, » confia-t-elle. Ce genre d'amour donne naissance à autre chose. Je n'ai jamais été une ennemie pour ces femmes. Mais Deneuve ne voulait pas être une femme de plus. Elle avait déjà choisi un autre chemin, en quittant son mariage avec le photographe britannique David Bailey, avec qui elle s'était depuis longtemps éloignée. Lorsque Bailey évoqua leur divorce, ce fut sans amertume, mais avec un étonnement amusé. Elle m'a appelé et m'a dit « Oh Bailey, c'est fantastique !» J'ai demandé « Qu'est-ce qui est fantastique ?» Elle a répondu « Aujourd'hui, on a divorcé. » J'ai dit « C'est fantastique, ça ?» Et elle a dit « Oui, maintenant, on peut redevenir amant. » Pour Deneuve, ce moment de liberté n'était pas une fuite, c'était une clarté. Elle avait tourné la page, complètement, sans se retourner. Marcelo ne l'avait pas fait, et ne le ferait jamais. Des années plus tard, Catherine dira simplement « Notre vie ensemble s'est terminée par un échec, et je n'aime pas les échecs. » Mais ces mots n'étaient pas amers. Ils étaient honnêtes. Nous n'avions pas la même éducation, les mêmes racines, la même langue. Trop d'obstacles. Ce n'était pas seulement culturel, c'était aussi générationnel. Elle était née dans la France d'après-guerre, dans une société qui commençait à remettre en question les rôles de genre, l'autorité et les traditions. Elle avait grandi avec le féminisme, la nouvelle vague, un cinéma audacieux et introspectif. Lui venait d'une Italie très différente, enracinée dans le catholicisme, méfiante envers le changement, bercée par un confort patriarcal. Elle était dynamique, irrésistible, toujours tournée vers l'avenir. Il était nostalgique, romantique,
et profondément opposée au bouleversement. Marcelo n'aimait pas changer les choses, dit-elle, même quand elles ne fonctionnaient plus. Avec le temps, leur passion se mua en routine. L'intimité devint habitude. Les conversations se réduisirent à des considérations pratiques. La flamme d'autrefois s'éteignit doucement, laissant place à une forme de camaraderie. Il n'y eut ni trahison, ni dispute, juste une douce évidence. Ce n'était plus de l'amour, pas celui dont ils avaient besoin. En 1975, alors que Chiara n'avait que 3 ans, Catherine prit sa décision. Elle mit fin à la relation. Sans larmes, sans ultimatum, mais avec la certitude tranquille de celle qui refuse de vivre à moitié. Pour elle, rester aurait été se perdre lentement dans une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Elle ne pouvait l'accepter. Marcelo n'opposa aucune résistance. En un sens, il ne le pouvait pas. Ce n'était pas dans sa nature de combattre le changement, ni de le poursuivre. Il la laissa partir avec la même passivité qui, autrefois, l'avait séduite. Pas de grands gestes, aucune promesse de quitter Flora. Il retourna simplement à la vie qu'il connaissait, rendant visite à sa fille aînée Barbara, gardant quelques liens avec Carabella, et enchaînant des romances qui ne demandaient jamais de véritable transformation. Elle voulait plus, admettra-t-il plus tard. Et moi, je ne savais pas comment. Et ce fut la vérité finale entre eux. Catherine avait besoin d'un partenaire capable de la rejoindre, d'égal à égal, dans l'élan et dans l'esprit. Marcelo voulait conserver ce qu'il connaissait, son passé, ses habitudes et le confort discret de l'immobilisme, au-delà de la rupture. Même après leur séparation, leur histoire resta sans amertume, sans scandale et sans véritable fin. Un type de relation rare, qui transcende le romantisme et prouve que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'a pas besoin de durer éternellement pour être réel. Ils restèrent présents dans la vie l'un de l'autre, non seulement pour leur fille, Chiara, mais parce qu'ils comptaient encore profondément l'un pour l'autre. Catherine et Marcelo continuèrent à élever leur fille ensemble avec une grâce discrète. Malgré des emplois du temps de tournage frénétiques, ils restèrent engagés dans l'éducation de Chiara, ensemble, dès qu'ils le pouvaient, toujours en coordination, toujours unis. Il y eut, bien sûr, des désaccords, inévitables, humains, mais jamais au point de briser le lien qui subsistait entre eux. L'un de ces moments, que Chiara évoqua bien des années plus tard, eut lieu dans une salle obscure à Paris. Le film projeté était E.T., et la petite Chiara éclata en sanglots pendant une scène bouleversante. Ses parents commencèrent à se disputer à voix basse, mais avec intensité. Marcelo voulait quitter la salle, incapable de supporter la tristesse de sa fille. Catherine pensait au contraire que ce moment était important, une étape émotionnelle nécessaire. « On est resté », se souvient Chiara. « Il ne supportait pas de me voir pleurer. Elle pensait qu'il fallait que je pleure. » Des instants comme celui-là, simples, intimes, spontanés, définissent leur relation post-romantique. Ils n'étaient plus amants, mais ils formaient toujours une équipe. Même en public, ils restèrent proches. L'ancien couple apparaissait ensemble dans les festivals de cinéma et lors de cérémonies de récompense. Au César 1993, ils défilèrent côte à côte sur le tapis rouge, dignes et unis, comme si leur passé ne s'était jamais effiloché. Lorsqu'on demandait à Marcelo ce qu'il pensait de Catherine, il ne tarissait jamais d'éloges. « C'est ma meilleure amie », déclara-t-il 1 an avant sa mort. « Elle me rend encore heureux par son charme et sa présence. » Et Catherine? Elle a souvent parlé de la simplicité, de la générosité et de l'humour discret de Marcelo. Elle n'a jamais mal parlé de lui, pas même après leur séparation. Bien au contraire. « Marcelo est le grand amour de ma vie », a-t-elle dit. Et elle le dit encore, sans drame, mais avec une certitude qui ne vieillit pas. Lorsque Marcelo tomba malade au milieu des années 1990, diagnostiqué d'un cancer du pancréas, Catherine fut présente. Elle lui rendait visite régulièrement,
lui tenait compagnie dans son appartement parisien de la rue de Seine, la même rue où elle choisira plus tard de s'installer, à quelques pas de là. Ce n'est pas par nostalgie morbide, dira-t-elle des années plus tard. Cela me remplit de joie, c'est une présence même dans l'absence. Le 19 décembre 1996, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Marcello Mastroianni rendit son dernier souffle. Il avait 72 ans. L'homme qui avait incarné le charme italien et la grâce cinématographique s'éteignit dans le silence, entouré non pas de flash ou de foule, mais de quelque chose de bien plus intime, l'amour. À son chevet se trouvait sa fille Chiara et Catherine Deneuve. Elle tenait sa main pendant qu'il s'en allait. Cette même main qu'elle avait tenue sur les plateaux de tournage, dans les chambres d'hôtel, au fil de promenades dans des rues silencieuses. Il n'y eut ni grande déclaration, ni mots finaux théâtraux, seulement le silence d'une histoire partagée, une vie entière condensée dans une présence. Mais ce jour-là ne marqua pas la fin de leur histoire. En 2018, lorsque Barbara, la première fille de Marcello, décéda, Catherine assista à ses funérailles. Aucune annonce dans la presse. Aucun hommage mis en scène. Juste un geste silencieux de loyauté, de lien. Parce que certains liens ne se brisent pas. Ils deviennent invisibles, tissés plus profondément dans l'âme. Et ce lien perdure, même au cinéma. Dans Marcello Mio, Catherine et Chiara apparaissent ensemble à l'écran. Chiara y incarne une version fictionnelle de son père. Catherine joue son propre rôle. Un film, oui, mais bien plus que cela. Un reflet, un hommage, de la fille et de la mère, de l'actrice et de la muse, à l'homme qui les a façonnées toutes les deux. Marcello disait en riant « Je suis un lâche pour les ruptures, je veux rendre tout le monde heureux ». Mais ce qu'il avait construit avec Catherine n'était pas fondé sur la peur. C'était une transformation. Ils ne se sont pas quittés, ils ont évolué, et ce faisant, ils ont écrit l'une des histoires d'amour les plus silencieuses et courageuses que le cinéma ait connues. Je n'ai vu mes parents ensemble qu'à l'écran. Mais pour leur fille, Chiara Mastroianni, ce grand amour de légende fut aussi une absence silencieuse. Revenons sur cette histoire à travers les yeux de l'enfant qui n'a jamais vu ses parents se tenir la main, sauf à l'écran. « Je n'ai jamais vu mes parents ensemble », a-t-elle confié. Jamais, pas une seule fois, même pas un baiser, sauf au cinéma. Née en 1972, Chiara n'avait que 2 ans lorsque ses parents se sont séparés discrètement. Ils avaient été ensemble pendant 4 ans, une romance brève mais intense, qui avait enflammé l'imaginaire de la presse européenne. Pour beaucoup, ils étaient le couple d'or du 7e art. Mais pour Chiara, cet amour relevait plus du mythe que du souvenir. Et pourtant, ce mythe fut toujours présent. « Les gens pensent les connaître mieux que moi », dit-elle un jour en souriant. Et peut-être qu'ils ont raison d'une certaine manière. J'ai dû apprendre leur histoire comme tout le monde, à travers les films, les récits, les interviews. Mais Chiara n'a jamais nourri de rancune envers cette distance. Bien au contraire, elle porte l'héritage de ses parents avec une forme de tendresse et de fierté silencieuse. Dans les interviews, elle parle d'eux non pas comme des légendes, mais comme des êtres fascinants, imparfaits, profondément humains. Sa mère, elle l'a décrit comme réservée, farouchement indépendante et secrètement rebelle. On pense qu'elle est froide, elle ne l'est pas. Elle est prudente, elle est drôle, il faut juste mériter d'entrer dans son monde. Cette retenue, selon Chiara, est ce qui rend Catherine Deneuve si magnétique à l'écran, et si insaisissable dans la vie. Son père, Marcello, était l'inverse, ouvert, émotionnel, souvent enfantin dans sa joie. Quand je lui ai annoncé que je voulais devenir actrice, il a organisé une fête, raconte-t-elle. Pour lui, c'était comme si j'avais rejoint le restaurant familial. C'est comme ça qu'il voyait le métier, quelque chose de joyeux, que l'on partage. Il était, selon ses mots, un homme d'une grande humilité, quelqu'un qui n'a jamais oublié d'où il venait. Et pourtant, Chiara ne se voile pas la face. Marcello, qui a tourné dans les films les plus provoquants de son temps,
se montrait étonnamment traditionnel à la maison. Elle se souvient qu'il la grondait pour son maquillage ou ses sorties tardives. Je pensais, voilà l'homme qui a fait la grande bouffe et il me fait une leçon sur l'eyeliner. Son enfance, telle qu'elle l'a décrit, était un mélange de surréalisme et de manque. La carrière internationale de Catherine l'emmenait aux quatre coins du monde, des tournages longs dans des pays lointains, des semaines sans appel. On n'avait pas de portable ni de Skype. Si elle tournait en Afrique, j'attendais près du téléphone qu'elle rentre à l'hôtel. Parfois, je me couchais sans lui dire bonne nuit. Avec son père, tout était plus ludique, plus cinématographique. Elle se souvient d'être conduite directement de l'aéroport à Cinecittà, où des centurions romains, des courtisans français et des officiers napoléoniens se mêlaient dans la cafétéria. « C'était magique », dit-elle. Il était le plus heureux sur un plateau. Quand il ne travaillait pas, il s'ennuyait. Elle se rappelle avoir visité le tournage de La Cité des femmes de Fellini à l'âge de 7 ans. Fellini lui avait proposé un petit rôle, qui fut finalement coupé au montage. Ce fut ma première leçon d'actrice. Tant que tu n'as pas vu le film, tu ne sais jamais vraiment ce que le réalisateur a fait de toi. Elle en rit aujourd'hui, mais ce souvenir est resté. Au fil du temps, Chiara a suivi les traces de ses parents, jouant dans des films acclamés par la critique, souvent aux côtés de sa mère. Dans Ma saison préférée, Un conte de Noël et Marcello Millo, elle incarne la fille de Deneuve, brouillant la frontière entre fiction et réalité. Mais elle insiste. Leur lien réel est bien plus profond que ce qu'une caméra pourrait saisir. Je ne voudrais jamais recréer notre vraie relation à l'écran. Ce serait inutile et impossible. Marcello Millo fut particulièrement spécial. Dans ce film, Chiara incarne son père. Elle enfile littéralement ses costumes, ses gestes, sa voix. Catherine joue son propre rôle. C'est une lettre d'amour, non seulement à Marcello, mais à ce qu'il représentait. La grâce, l'élégance, l'humour. On l'a fait pour le célébrer, dit-elle, et pour le garder près de nous. Même des décennies après sa mort, Marcello reste une présence vivante dans sa vie. C'est sa voix qui me bouleverse, confie-t-elle. Tu l'entends dans une autre pièce et tu crois qu'il est encore là. Sa voix, ses rires, la cuisine, surtout la cuisine. Il voulait toujours fêter quelque chose. Tu es là? Dis non, tu pars. Fêtons ça. Pour Chiara, ce lien qui perdure est un réconfort, pas une blessure. Mes parents n'étaient pas ensemble, mais ils n'étaient pas ennemis. Ils étaient autre chose, quelque chose de plus doux. Et cette douceur, elle la porte en elle. Même si elle admet ne pas avoir vu tous leurs films, plus de 300 à eux deux, elle a ses préférés. Répulsion, pour sa mère. Divorce à l'italienne, pour son père. Et puis, il y a ces films qui n'ont marqué personne, sauf elle. Comme l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, cette comédie étrange où ses parents jouent un couple marié. Ce n'est même pas un bon film, dit-elle en riant. Mais imagine, voir tes parents comme ça, quand tu ne les as jamais vus ensemble dans la vraie vie. C'est là que ma vie devient vraiment psychédélique. Leur histoire d'amour a captivé toute une génération. Et leur séparation a laissé derrière elle un sillage de questions et de cœurs un peu brisés. À 81 ans, Catherine Deneuve a fini par parler. Et en quelques mots, elle a rouvert une blessure que le monde n'avait jamais vraiment refermée. Pensez-vous que les raisons de leur